Bienvenue dans L'amour dans les égouts sur notre chaîne C'est entre nous. Ah, ça, c'est vraiment une phrase d'accueil qui annonce immédiatement la couleur. Ouais, ça pose le décor d'entrée de jeu. Bah oui, et pour cause, hein, le concept même d'aller chercher de la beauté, de la résilience dans les endroits les plus sombres ou les plus inconfortables de nos vies, c'est un point de départ super fascinant pour notre analyse d'aujourd'hui. Absolument. Surtout quand on aborde un sujet qui statistiquement éloigne d'innombrables couples, mais dont absolument personne ne veut parler à voix haute, quoi. Exactement. Alors, décortiquons tout ça. Je suis prête. Notre objectif pour cette exploration, c'est de nous pencher sur un document extrêmement précis et d'une franchise redoutable en fait. Ouais. Il s'agit du script intégral de l'épisode 13 d'une série animée par un créateur nommé Lucas. Le titre de son intervention ne fait pas dans la dentelle, je te le lis. Problème d'érection, sécheresse, douleur, solution réelle. C'est direct. Au moins, c'est clair. Mais carrément. Et ce qui est captivant d'emblée, ce n'est pas seulement le sujet médical, c'est l'angle d'attaque. L'approche humaine, oui. C'est ça. Lucas, il met un énorme coup de projecteur sur le silence. Cette espèce d'omerta toxique, tu vois. Cette honte viscérale qui s'installe dans la chambre à coucher quand la mécanique corporelle commence à dérailler. Et pour saisir l'impact de ce texte, il faut vraiment... l'auditoire doit vraiment visualiser l'ambiance que le script installe. Vas-y, raconte-nous un peu l'image. Les indications scéniques décrivent une cave parisienne, un lieu voûté, tu sais, avec des pierres apparentes, très protecteur, avec une lumière hyper tamisée. Une ambiance un peu cocon. Voilà, mais en arrière-plan, il y a des projections visuelles d'égouts, des eaux troubles, des conduits sombres, et lentement, par un jeu de lumière super bien pensé, ces images de bas-fond elles se transforment en silhouettes de couples qui se tiennent par la main. Ah ouais, c'est fort. Des couples qui se parlent, qui se soutiennent. Et ça, ce n'est pas juste pour faire joli dans le décor, c'est une représentation psychologique très profonde. C'est l'idée que le problème qu'on cache dans l'obscurité, dans les égouts de notre esprit par pure honte, il peut devenir le ciment même du couple, si on a le courage de le ramener à la lumière de la discussion, quoi. C'est exactement le message. Mais avant de plonger dans toute cette psychologie, j'aimerais qu'on s'arrête juste une seconde sur l'aspect physiologique. Ouais, la base médicale. Parce que la liste des causes que Lucas énumère pour expliquer ces défaillances, elle est longue comme le bras. Et elle montre bien que personne n'est à l'abri. Ah mais absolument personne. Le document liste l'âge, bien sûr, c'est inévitable, Forcément. mais il s'attarde surtout sur des facteurs universels, des trucs du quotidien. Le stress chronique, la fatigue mentale, les fluctuations hormonales. Les choses qu'on vit tous, en fait. Oui, ou même les effets secondaires de médicaments hyper courants. Biologiquement parlant, notre corps n'est pas une machine isolée du monde extérieur, tu vois. C'est clair. On n'est pas sous cloche. Lié au désir et à l'excitation. C'est mécanique, presque. Si l'on connecte cela à une vision plus globale, on comprend que la véritable tragédie que soulève la source, ce n'est pas cette chimie qui fluctue. Non, ça c'est normal. C'est le fait que face à cette fluctuation naturelle du corps, les êtres humains choisissent le silence. Et le silence, dans une relation, c'est un vide immense que le cerveau de l'autre va s'empresser de remplir avec ses pires angoisses. C'est une dynamique tellement destructrice. D'ailleurs, en lisant cette partie du script, il y a une image qui m'est venue en tête pour illustrer ça. Ah? Laquelle? Imaginons qu'on conduise une voiture sur l'autoroute. Et d'un coup, t'as un énorme voyant rouge qui se met à clignoter sur le tableau de bord pour indiquer une surchauffe du moteur. Bon, la réaction de base, c'est de s'arrêter, non? Logiquement, oui. Tu te mets sur le bas-côté, tu ouvres le capot ensemble, tu regardes d'où vient la fumée ou t'appelles un garagiste. Bien sûr. Mais là, dans le cadre de l'intimité, c'est comme si le conducteur était tellement terrorisé, tellement honteux à l'idée que sa voiture est un défaut, qu'il prend un gros morceau de ruban adhésif noir et bam, il le colle sur le voyant clignotant. Oh, waouh! C'est violent comme déni. C'est ça. On cache la lumière rouge, on serre les dents et on continue de rouler à 130 km/h, en priant pour que ça passe. Mais c'est une métaphore redoutablement juste, en fait. Et si on pousse cette image un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe pour le passager dans cette voiture? Il doit flipper. Carrément. Il sent bien que le moteur fait un bruit bizarre, il sent les secousses, il voit la goutte de sueur sur le visage du conducteur. Mais comme le conducteur refuse d'en parler et fixe la route en silence. Le passager se fait des films. Voilà. Le passager commence à se dire c'est peut-être ma faute, peut-être que je suis trop lourd pour la voiture, ou peut-être que j'ai touché un truc qu'il fallait pas. Ah ouais, la culpabilité s'installe. Le silence crée une asymétrie d'information totale. Et c'est exactement ce que démontre le premier cas concret rapporté par Lucas dans le script. Oui, l'histoire de Nathalie et Olivier. C'est un passage hyper poignant, franchement. Très touchant, oui. On parle d'un couple, alors elle a 47 ans, lui 49. Ils sont ensemble depuis 2 décennies. Un couple solide, sur le papier.
Très solide. Mais le script explique que la ménopause de Nathalie a entraîné une sécheresse vaginale sévère. Et ça rendait les rapports physiquement douloureux. C'est une vraie souffrance médicale. Sauf que sa réaction immédiate, dictée par la honte et la peur de décevoir Olivier, ça a été de serrer les dents, de faire semblant que tout allait bien. Elle a mis le ruban adhésif noir, quoi. Exactement, elle a collé ce fameux ruban adhésif sur sa propre douleur. Et le résultat psychologique sur Olivier, ça illustre à la perfection notre théorie du passager. Comment ça? Le document montre qu'Olivier n'était pas dupe une seule seconde. Il ressentait l'attention de Nathalie. Il voyait son langage corporel qui se fermait, qui se raidissait. On sent ces choses-là quand on connaît quelqu'un depuis 20 ans. Évidemment, le cerveau humain, c'est une machine incroyable pour détecter les micro-expressions de malaise. Mais face au mutisme complet de sa compagne, Olivier a commencé à intérioriser ce rejet. Il l'a pris pour lui. Exactement. Il s'est mis à douter de son propre pouvoir de séduction, à se demander si elle l'aimait encore. En voulant le protéger d'une réalité purement médicale, Nathalie l'a accidentellement exposé à une souffrance émotionnelle bien pire en fait, le doute. C'est terrible, jusqu'à ce que la situation devienne intenable et qu'elle finisse par exploser et par parler. Heureusement, Et là, c'est fascinant de lire à quelle vitesse le château de cartes de l'angoisse s'effondre. dès qu'on allume la lumière, les monstres disparaissent. C'est ça. Dès que le problème est nommé, pouf, il perd son pouvoir toxique. Ils vont consulter une gynécologue ensemble, ils intègrent des lubrifiants adaptés, des petits traitements locaux. Des solutions réelles, comme le dit le titre. Voilà. Mais il y a un détail super précis dans le témoignage d'Olivier sur lequel je veux qu'on s'attarde. Dis-moi. Il dit qu'ils ont abandonné, je cite, « la pression de la performance ». Et là, moi, en lisant ça, je me pose une vraie question de fond. Je t'écoute. Depuis quand l'intimité, qui est censée être le moment le plus vulnérable, le plus libre de notre existence, c'est devenu une discipline olympique avec des objectifs de rendement? Ah, mais ça, c'est une réflexion sociologique majeure. On vit dans une ère d'hyper-optimisation constante. On veut tout chiffrer. Mais oui, on compte nos pas, on traque la qualité de notre sommeil sur nos montres connectées, on évalue notre productivité au bureau. Et cette logique très très capitaliste de la performance, elle s'est insidieusement invitée sous la couette. Jusque dans le lit, quoi. On a créé, souvent via la pop culture, les films et bien sûr la pornographie, un scénario hyper standardisé de ce que doit être un rapport soi-disant réussi. Avec un chronomètre, presque. C'est ça? Une durée précise, des étapes précises et une finalité très précise. Si on coche toutes les cases du formulaire, bravo, c'est un succès. Mais si ça dévie un peu? Si la mécanique corporelle dévie ce cahier des charges absurde, c'est tout de suite perçu comme un échec personnel cuisant. L'acte d'abandonner cette pression, comme l'ont fait Nathalie et Olivier, c'est carrément un acte de rébellion intime. C'est fort comme terme, rébellion intime. Mais c'est le cas. C'est décider ensemble que le but n'est plus d'atteindre une ligne d'arrivée, mais simplement d'être ensemble. Mais tu sais, ce mythe de la performance, il me semble qu'il frappe de manière encore plus violente, ou en tout cas très différente quand on touche à l'ego masculin. Ah oui, c'est une mécanique un peu distincte. Et c'est ce qui nous amène directement à la deuxième histoire partagée par Lucas, celle de Julien, 52 ans, et Sophie, 50 ans. Oui, le couple qui fait face au stress. Julien a traversé une période de gros stress professionnel, couplé à des problèmes de santé mineurs, et le combo des deux a provoqué des troubles de l'érection. Un classique, malheureusement. Sauf que le mot qu'il emploie dans le script pour décrire ce qu'il a ressenti au fond de lui, c'est glaçant. Il dit qu'il se sentait, je cite, « humilié ». Et ce mot, l'humiliation, n'est vraiment pas choisi au hasard. L'humiliation, ça touche directement à la perte de dignité. C'est profond. Pendant des siècles, la société a construit l'identité masculine, la virilité même, autour de cette capacité physiologique basique à avoir et à maintenir une érection. Comme si c'était un bouton on-off. C'est ça. C'est perçu non pas comme une fonction corporelle normale, soumise aux aléas de la santé ou de la fatigue, mais comme le baromètre ultime de la valeur d'un homme. La pression est dingue. Donc, quand la biologie ne suit pas, ce n'est pas juste un dysfonctionnement technique. Dans l'esprit de Julien et de beaucoup d'autres, c'est une dégradation de son statut d'homme. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que, attends, c'est super facile sur le papier de dire « faut pas s'inquiéter, c'est juste de la fatigue ». Oui, la théorie, c'est facile. Mais physiologiquement, quand un homme ressent cette humiliation viscérale, j'imagine que ça crée un cercle vicieux catastrophique, non? Comment on sort de ça quand le corps panique à ce point? C'est exactement là que se trouve le nœud du problème physiologique. Et c'est passionnant en fait. L'érection est régie par le système nerveux parasympathique. C'est lequel ça? C'est le système de la détente, du repos et de la sécurité. Ok, le mode cool. Voilà. Or, l'angoisse de la performance, la peur de ne pas y arriver, ça déclenche le système nerveux sympathique. Ça, c'est le système de la survie, de l'alerte. Et lui, il inonde le corps d'adrénaline.
comme si on était attaqué par un ours. Exactement. Et que fait l'adrénaline? Elle contracte les vaisseaux sanguins pour envoyer tout le sang vers les gros muscles pour nous permettre de fuir ou de combattre. Ah, donc physiologiquement, c'est mort. Autrement dit, l'angoisse de perdre l'érection garantit biologiquement sa perte. C'est un feedback loop infernal, un cercle sans fin. C'est terrible de se dire que notre propre cerveau nous sabote comme ça. Et c'est pour ça que la réaction de sa partenaire, Sophie, que le script qualifie à juste titre d'extraordinaire, c'est en réalité un coup de génie émotionnel. Grave. Le texte raconte qu'elle a tout de suite dédramatisé la situation. Elle l'a rassuré, elle l'a pris dans ses bras. Elle a fait baisser la pression. Elle lui a dit que ce n'était pas grave du tout. Et surtout, elle a veillé dans ses mots et ses gestes à ne jamais égratigner sa virilité. Elle a séparé en fait la valeur de leur relation de la performance mécanique de Julien. Elle a complètement déconnecté les deux. Elle a d'une certaine manière piraté ce système d'alarme dont tu parles. En lui enlevant la peur de la sanction, la peur du jugement, elle a fait baisser son niveau d'adrénaline. Précisément. Elle a désamorcé la bombe chimique dans le cerveau de Julien. En refusant de faire de cette défaillance un drame absolu, elle a recréé l'espace de sécurité émotionnelle nécessaire. Pour que nos systèmes parasympathiques reprennent le dessus. C'est ça. Et c'est là que l'analyse globale de Lucas prend toute son ampleur. Sophie n'a pas simplement consolé son mari, elle a redéfini les règles de leur intimité. Ils ont quand même consulté, non? Oui, bien sûr, ils ont consulté un médecin pour éliminer les causes graves, c'est important. Mais le vrai travail de fond, ça a été de se concentrer sur la communication et la détente. Le résultat, d'après le script, c'est une intimité beaucoup plus riche, plus créative et infiniment plus connectée émotionnellement. Ce qui est fascinant au final, c'est que ces deux histoires, Celle de Nathalie et celle de Julien, voilà, bien qu'elles partent de déclencheurs très différents, d'un côté on a la ménopause douloureuse, de l'autre le stress inhibant, elles convergent vers exactement la même conclusion. le besoin d'en parler. C'est ça. Et c'est le cœur de la dernière partie du document, où Lucas expose sa méthode. Mais attention, l'auteur ne se contente pas de donner une petite liste de courses vite fait avec « Allez voir le docteur et acheter du lubrifiant ». Non, c'est bien plus profond que ça. Il propose un véritable changement de paradigme cognitif. Tout à fait. Son approche demande un vrai effort intellectuel pour déconstruire des années de conditionnement. Par exemple, prendre soin de sa santé globale, ce n'est pas un petit conseil beauté dans un magazine. C'est la base de tout. Quand il parle de l'importance du sommeil et de l'alimentation, c'est parce que le manque de sommeil chronique, ça maintient le corps dans un état d'inflammation légère, mais constante, qui détruit progressivement la libido. Ça pompe toute l'énergie. Consulter des spécialistes, que ce soit un urologue, un gynéco ou un sexologue, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est le contraire. C'est externaliser la charge médicale pour libérer l'espace mental du couple. Ah, j'aime bien cette idée d'externaliser la charge. On retire la responsabilité de la guérison des épaules du partenaire pour la confier à la science, aux pros. Ce qui permet aux deux partenaires de se concentrer uniquement sur quoi? Sur la tendresse. Et justement, parlons-en de cette tendresse. C'est peut-être l'idée la plus puissante de tout le texte. Je suis d'accord. Lucas, il implore l'auditoire d'explorer des moments sensuels sans objectif, sans ligne d'arrivée. Exactement, pour reprendre mon analogie de tout à l'heure, la voiture, la course, c'est la différence fondamentale entre courir un marathon et faire une promenade en forêt. Oh, j'adore cette image. Si l'intimité est un marathon, t'es obsédé par le chronomètre. T'as une ligne d'arrivée précise en tête, le fameux orgasme synchronisé ou je ne sais quoi, et si tu trébuches, si tout t'arrête avant la fin parce que t'as une crampe, C'est un échec total. c'est un échec, t'as pas la médaille. C'est épuisant mentalement. Mais si on redéfinit l'intimité comme une promenade en forêt, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le but, c'est juste de marcher. Le seul objectif, c'est d'être ensemble parmi les arbres. Si on marche vite, c'est bien. Si on s'arrête 10 minutes pour regarder une feuille ou écouter un oiseau, c'est bien aussi. Il n'y a plus aucune notion d'échec possible. J'aime beaucoup, beaucoup cette image de la forêt. Et j'y ajouterais volontiers une petite analogie musicale, si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. La vision classique de l'intimité, c'est un peu comme essayer de jouer une partition de musique classique, extrêmement complexe et de mémoire. La moindre fausse note provoque la panique et tout le concert est gâché. Le trac absolu. L'approche de Lucas, c'est de dire « arrêtez de jouer une partition imposée et mettez-vous au jazz ». L'improvisation. L'improvisation totale. Dans le jazz, il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a que des directions inattendues. Si le corps ne réagit pas comme prévu, ce n'est pas une erreur. C'est juste une opportunité d'explorer autre chose, de se concentrer sur des caresses, sur la parole, sur une connexion différente. On change de rythme, tout simplement. Et cela nous ramène à la phrase fondatrice du script, celle qu'il faut encadrer. Ces problèmes ne définissent pas votre couple, ils font simplement partie de la vie.
Qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Je veux dire, si on prend un peu de recul sur toute cette analyse, sur ces témoignages hyper poignants, la biologie, la honte, comment on synthétise le message central de ce document pour l'appliquer à la vraie vie de quiconque écoute? L'essence de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, c'est que l'amour conjugal, le vrai amour, il n'a absolument aucune raison de s'effondrer face à la faillibilité du corps humain. Le corps n'est pas infaillible. Le corps change, c'est inévitable, c'est la vie. La maladie, le vieillissement, le simple stress du mardi soir, tout ça va inéluctablement transformer la manière dont deux personnes interagissent physiquement. C'est une certitude. Le symptôme corporel en lui-même, il vient de l'incapacité à s'adapter à ce symptôme. La rigidité, en fait. Oui, le mutisme, la fierté mal placée, la terreur absolue de ne plus être à la hauteur des standards irréalistes de notre société, ce sont ces éléments-là, ces constructions mentales qui rongent l'amour de l'intérieur. Pas la panne en elle-même. Jamais. Mais si la communication reste fluide, si elle reste bienveillante et dénuée de jugement, alors, comme l'écrit si bien l'auteur, l'amour s'adapte et continue. L'adaptabilité comme antidote à la frustration, c'est une leçon magistrale et qui résonne pour l'auditoire vraiment quel que soit l'âge ou la durée de la relation des gens. Ça touche tout le monde, à un moment ou un autre. Et le plus beau dans l'exploration de cette dynamique, c'est que ce n'est qu'une étape. C'est une pièce du puzzle dans la compréhension globale du fonctionnement d'un couple à long terme. Exactement. D'ailleurs, Lucas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il conclut son texte par une annonce très claire pour la suite de son programme. Et le sujet de la prochaine intervention est déjà fixé. Notre prochaine exploration portera sur la routine qui tue le désir, comment la briser. Ouh, vaste sujet. Ce qui promet d'être tout aussi riche en déconstruction d'idées reçues, je pense. Ce sera assurément le prolongement logique de ce travail magnifique sur le silence et la pression de performance. J'ai hâte. Mais pour clore cette réflexion d'aujourd'hui, je crois qu'il y a une idée un peu vertigineuse que chaque personne devrait emporter avec elle et laisser infuser. Je t'écoute. Nous avons vu à quel point l'obligation de réussir, de performer, ça détruit le plaisir. Alors imaginons juste un instant un monde où, dès l'éducation, on arrêterait catégoriquement d'enseigner que l'intimité physique est une sorte d'examen, qu'on réussit ou qu'on échoue. Un monde sans notes à la fin de l'acte. Quelle place immense, quelle liberté incroyable cela libérerait-il pour une véritable connexion émotionnelle, pour de la pure curiosité envers l'autre, précisément au moment où le corps décide de ne pas coopérer.